Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Tony Westman. Tony est un jeune homme qui a vécu il y a quelques années ce qu'on appelle plus communément une rencontre de troisième type. Après un road trip dans le pays, et après avoir été le témoin direct de phénomènes ne laissant aucun doute quant à l'existence d'une vie extraterrestre, il avait enfin trouvé ce à quoi il voulait consacrer sa vie. Il avait fait les démarches nécessaires pour trouver un travail à la NASA. Il débuta sa carrière comme technicien, puis analyste pour des projets de satellites. Son travail consistait à analyser toutes les données recueillies par certains satellites mis en place pour observer l'espace. Tony adorait son travail et il apprenait beaucoup, mais il espérait évoluer vers quelque chose d'un peu plus palpitant et qui permettrait de contacter une autre forme de vie au-delà de notre système solaire. Il apprit qu'à la NASA, il y avait toujours la possibilité de monter en grade et de se diversifier dans ses activités. On disait même que le gouvernement recrutait parmi les meilleurs éléments pour des projets classés top secret. Cette rumeur se vérifia très rapidement. Certains hauts gradés de l'armée étaient venus recruter quelques personnes pour un programme spécial. Tony, qui avait instinctivement ressenti qu'il fallait absolument faire partie de ce projet, posa sa candidature. Il y avait plusieurs choses à prendre en compte pour espérer faire partie du programme. Il était préférable de ne pas avoir de famille, car il était indispensable de vivre sur place pendant toute la durée du programme. Il fallait faire preuve de grande discrétion et ne pas être trop regardant sur les horaires de travail, car il était possible de travailler de jour comme de nuit. Tony passa un entretien avec des membres de l'armée et du gouvernement. Il était très impressionné de voir tous ces militaires venir en personne pour recruter une équipe. Alors qu'il échangeait avec eux sur ses motivations et ses compétences, un des colonels qui lisait attentivement son dossier et avait l'air très intéressé par son profil, lui demanda des détails sur sa présence au moment d'un enlèvement près de Roswell en mars 2021. Tony fut étonné, car il ne voyait pas en quoi cela pouvait avoir un lien avec le poste auquel il postulait. Il confirma sa présence sur les lieux et il répondit que la jeune fille qui avait disparu s'était simplement égarée. Les trois militaires qui étaient face à lui se regardèrent tour à tour et Tony eut le sentiment qu'ils avaient des doutes sur sa version des faits. Ils le remercièrent et l'informèrent qu'ils le contacteraient bientôt pour lui dire si sa candidature est acceptée ou non. Tony avait l'étrange impression que ces hommes voulaient le tester et qu'il avait probablement échoué à l'entretien. Mais à sa grande surprise, il fut contacté quelques jours plus tard. Il avait été accepté au programme. Une voiture vint le chercher à son appartement et il fut conduit dans un endroit en plein désert et isolé de tout, surnommé la zone 54. De l'extérieur, cela ressemblait à un simple observatoire d'astronomie, mais avec des caméras partout et une grande grille électrifiée tout autour. L'entrée était gardée par des militaires armés en faction, et l'accès au lieu n'était pas autorisé sans la présentation d'un badge. Il se rendit compte en entrant dans le bâtiment qu'il s'agissait plus d'une base militaire qui comptait quelques civils venus travailler pour le nouveau programme. C'était une véritable fourmilière. Certains des militaires étaient armés, et les locaux de cette base étaient gigantesques, à tel point qu'on voyait des personnes circuler avec des trottinettes électriques.
Tony avait rendez-vous pour une visite médicale de contrôle avant sa prise de poste. Un médecin faisant partie de l'armée le reçut. Il vérifia sa vue, son ouïe, ainsi que ses fonctions cardiaques. Après lui avoir confié qu'il était en parfaite santé, il s'apprêta à lui poser une perfusion contenant un cocktail de vitamines. Tony demanda si cela était absolument nécessaire, car il avait une peur bleue des aiguilles. Le médecin lui dit que cela était indispensable, car avec la charge de travail qui l'attendait, il n'allait pas pouvoir sortir de la base très souvent. Il ne serait donc pas exposé suffisamment au soleil pour avoir un taux de vitamine D optimal. Cela était très important pour qu'il conserve un bon système immunitaire et qu'il ne tombe pas malade. Face à ces arguments, il n'avait d'autre choix que d'accepter. Le médecin lui dit de se détendre et lui posa la perfusion. Dès que le liquide se propagea dans ses veines, Tony ressentit des vertiges et il s'évanouit. Quand il se réveilla, il se sentit un peu groggy. Par la porte vitrée de l'infirmerie, il voyait le médecin dehors qui discutait avec le responsable en charge du programme. Les deux hommes échangèrent une poignée de main et le docteur remit une enveloppe au colonel. Quand le médecin entra à nouveau dans l'infirmerie, Tony lui demanda pourquoi avait-il perdu connaissance. Le médecin répondit qu'il avait simplement tourné de l'œil en apercevant l'aiguille. Cela est assez commun chez les personnes qui ne supportent pas les piqûres. Tony se contenta de cette explication, même s'il n'était pas tout à fait convaincu. Il alla ensuite dans le petit appartement qui lui avait été attitré. Il débuta son nouveau travail dès le lendemain. Avant que les choses sérieuses ne commencent, il devait se rendre à un briefing dans une grande salle de réunion avec plusieurs hauts gradés de l'armée et quelques personnes du gouvernement. À tour de rôle, ils expliquèrent l'apparition d'ovnis dans tout le pays. À certains endroits, il semblait qu'il y avait eu des enlèvements comme ce fut le cas près de Roswell à la même période où Tony faisait son road trip. Un homme en costume noir prit alors la parole. Il se présenta comme étant l'agent Taylor de la sécurité du territoire. Il raconta brièvement ce qui s'était passé à Roswell, avec la disparition puis la réapparition d'une adolescente qui n'avait aucun souvenir de ce qui lui était arrivé. Il fit également mention de la navette du vol surorbital Granger 1 qui avait disparu pendant 1 an et qui revint sur Terre dans des conditions pour le moins énigmatiques. Il précisa que des traces d'un carburant d'origine inconnue avaient été découvertes. Il termina son discours en disant que toutes ces informations pointaient en direction d'une piste extraterrestre. Le gouvernement, en collaboration avec les meilleurs techniciens de la NASA, allait travailler sur un projet top secret, le programme Starseeker. La mission de Tony et de ses camarades était de lancer des séquences de signaux bien spécifiques pour tenter de contacter une autre forme de vie. La réunion se termina, et alors que Tony apprenait à faire connaissance avec ses collègues, il remarqua qu'au cœur même de la base, il y avait une zone sous haute protection. Il fallait une autorisation spéciale pour y accéder. Il voyait les gens s'affairer comme si quelque chose d'important se préparait, et il se demandait quel secret pouvait bien renfermer cette zone interdite d'accès. Tony débuta son travail de nuit. Il utilisait un ordinateur qui émettait un signal, et il devait être vigilant et voir s'il obtenait une réponse en retour. Son collègue, qui lui céda la place et dont Tony prit la relève, lui souhaita bon courage, car il n'était pas facile de rester éveillé et de travailler toute une nuit. Surtout quand on a l'impression que pour l'instant, ce travail était loin de porter ses fruits. Malgré le fait que cet équipement informatique soit doté d'un algorithme très performant, il n'y avait aucun résultat probant. L'ordinateur émettait une séquence de signaux aléatoires qui étaient changés toutes les 48 heures. Son collègue l'informa qu'il y a à peine quelques minutes, une nouvelle fréquence de signal avait été ajoutée. Et l'ordre avait été donné de n'utiliser que celle-ci durant toute la nuit.
Alors que Tony procédait aux réglages nécessaires pour que l'ordinateur via une gigantesque parabole envoie le signal dans une autre partie du cosmos, il crut entendre une réponse en retour. Il se précipita sur un autre ordinateur pour localiser le signal. La réponse reçue, et qui était d'origine inconnue, indiquait que la source était toute proche, et plus précisément juste derrière des rocheuses non loin de la base. Tout cela était très curieux, et il devait absolument en informer sa hiérarchie. Il sonna sur la ligne de son supérieur, mais il n'eut aucune réponse. Il décida d'aller directement à son bureau. Alors qu'il s'apprêtait à frapper à la porte, le colonel sortit en toute hâte, et avant même que Tony puisse dire un mot, il lui dit qu'il verrait cela plus tard. La base s'était totalement vidée d'un coup. Quelque chose d'important se tramait. Mais Tony, lui, n'avait pas été mis dans la confidence. Il sortit un instant pour prendre l'air, et il observait le ciel et les alentours désertiques de la base. La zone était extrêmement tranquille. Seuls les cris des coyotes brisaient le silence de la nuit. Puis, au loin sur la route, il pouvait voir de la lumière approcher de plus en plus. C'était la lumière des phares des camions de l'armée. Ils arrivaient en direction de la base à vive allure. Ils déchargèrent tout aussi vite de grands caissons en métal et allèrent dans la zone réservée à un nombre très limité du personnel. Tony se fit discret et il observait tout cela avec beaucoup d'intérêt et d'inquiétude aussi. Il retourna à son poste. Comme la procédure l'exigeait, il devait absolument informer sa hiérarchie en cas de réponse au signal. Il alla donc à nouveau au bureau de son supérieur, mais celui-ci n'était pas revenu. Tony remarqua que par inadvertance, son supérieur avait laissé son bureau ouvert. Il décida d'entrer et de déposer son rapport sur le bureau. Il posa le dossier et s'apprêtait à quitter la pièce, quand il aperçut qu'il y avait une vidéo qui était en pause sur l'ordinateur. Il y avait une clé informatique insérée dans l'ordinateur et une enveloppe vide juste à côté, ce qui frappa tout de suite Tony et qu'il s'agissait d'une des caméras de surveillance de l'infirmerie. Il mit la vidéo en marche, et là, il fut totalement perturbé par les images qui défilaient. Il s'agissait de la vidéo de sa visite médicale. En faisant avancer la vidéo, il arriva au passage où le médecin lui posa la perfusion de vitamines. Il se vit perdre connaissance, et il voyait le médecin claquer des doigts devant son visage pour voir s'il était éveillé. La suite de la vidéo le plongea dans un terrible choc. L'infirmier lui injecta un autre produit qui le mit dans un état de semi-conscience. Il parlait à Tony et lui posait tout un tas de questions. Et Tony répondait sans broncher à absolument tout ce que le médecin lui demandait. Ce qui troubla davantage Tony est que le médecin ne lui posait pas n'importe quelle question. Il lui demandait des détails sur l'affaire de l'enlèvement de la jeune Holly. Tony lui révéla alors tout dans les moindres détails. Les boîtiers du musée qui émettaient un vrai signal compris par une intelligence extraterrestre, ainsi que l'origine des boîtiers dont le véritable spécimen fut découvert par M. Baxter. Et bien sûr, l'endroit où celui-ci gardait précieusement le boîtier original. Tony était sidéré. Le médecin lui avait injecté du sérum de vérité et toutes ces précieuses informations étaient maintenant entre les mains de l'armée américaine. Et qui sait ce qu'elle allait en faire? Tony se sentit comme pris d'un malaise, et il avait un horrible pressentiment. Pourquoi lui avait-on sorti les vers du nez ainsi? Et cela avait-il un lien avec toute cette agitation et les camions arrivés dans la zone sécurisée? Dépité, il retourna à son poste. Le signal qu'il avait reçu s'était arrêté brusquement.
Il avait remarqué que la dernière partie du signal qu'il avait reçu ressemblait étrangement à un message en morse. Il essaya de le traduire et il en vint à la conclusion qu'il s'agissait d'un SOS. Le jour commençait à se lever et indiquait la fin de prise de poste de Tony. Il retourna se reposer dans sa chambre. Il essaya de dormir un peu, mais il faisait à chaque fois d'horribles cauchemars. Il revoyait en boucle le moment où le médecin lui injectait le sérum de vérité. Ne pouvant fermer l'œil, il décida de monter à l'étage pour fureter un peu et voir s'il pouvait avoir un indice sur ce qu'il se passait dans la base. Alors qu'il allait vers la salle où il travaillait, il croisa son collègue Webster, qui lui demanda ce qu'il faisait ici, alors qu'il était en repos. Il prétexta avoir oublié son téléphone quelque part et qu'il était en train de le chercher. Tony se dirigea ensuite vers l'ascenseur, où il croisa l'agent Taylor, qui venait d'assister à une réunion importante en comité restreint. Soudain, une idée traversa l'esprit de Tony, et en sortant de l'ascenseur, il bouscula l'agent Taylor et lui subtilisa son badge. Tony suspectait que ce badge pouvait lui donner accès à la zone sécurisée. Avant de prendre son poste la nuit suivante, il mit au point un stratagème pour créer une diversion et aller voir ce que cachait la zone sous haute protection. Il fit en sorte d'être le plus discret possible en évitant les caméras de surveillance. Puis, il mit le feu à l'endroit où les trottinettes électriques étaient placées pour être rechargées. Évidemment, cela créa la panique et toute l'attention se porta sur l'incendie. Tout le personnel se rua pour tenter d'éteindre l'incendie et empêcher qu'il ne se propage et fasse des dégâts. Pendant que tout le monde avait le dos tourné, Tony se faufila en rasant les murs. Il portait une casquette pour éviter que l'on puisse voir son visage. Il se servit du badge pour entrer dans la zone interdite. Et après avoir traversé un long couloir avec des lumières rouges, il resta figé quand des portes automatiques s'ouvrirent devant lui. Il fut totalement abasourdi en découvrant ce que renfermait cet endroit. Il y avait 2 petits êtres gris, semblables à ceux qu'il avait rencontrés quand Holly avait disparu du camping. Ils étaient allongés sur une table d'opération à peine conscients, et tout près d'eux, il y avait plusieurs instruments médicaux qui laissaient comprendre qu'ils allaient être étudiés très prochainement. L'un d'entre eux releva péniblement la tête. Il utilisa ce qui lui restait de force pour communiquer par télépathie avec Tony. On aurait dit qu'il était sous l'effet d'un sédatif puissant. L'extraterrestre lui dit que c'était lui qui l'avait rencontré la dernière fois quand il avait appuyé sur le boîtier et envoyé un signal depuis le camping près de Roswell. Effaré, Tony lui demanda ce qui s'était passé. Comment était-il arrivé là? L'extraterrestre lui dit qu'un piège leur avait été tendu. Tony en déduit que cela était lié aux informations qu'on lui avait soutirées sous l'effet du sérum de vérité. Les agents de la base avaient dû mettre la main sur le boîtier original, celui retrouvé par M. Baxter. La fréquence du signal envoyé depuis l'ordinateur était donc identique à celle du boîtier. Et des militaires s'étaient placés à l'écart de la base et des regards indiscrets pour intercepter le vaisseau. L'être extraterrestre qui lisait dans les pensées de Tony confirma sa version des faits. Il ajouta que lorsqu'ils arrivèrent sur place et qu'ils sortirent hors du vaisseau, ils furent pris dans un guet-apens. On leur tira dessus avec des fléchettes tranquillisantes et on les ramena en vitesse dans les locaux de la base pour les étudier. L'extraterrestre lui dit qu'il n'allait probablement pas survivre à tout cela, et il demanda à Tony de l'aider lui et son copilote inconscient comme eux aussi l'avaient aidé auparavant. Tony était sidéré, et même si tout cela était arrivé alors qu'il avait été dupé, il se sentait quand même responsable, et il se devait de les aider coûte que coûte. Il se précipita pour retirer les liens qui les attachaient à la table médicale, et il aida celui qui était conscient à se relever. Au même instant, les portes automatiques s'ouvrirent, et une personne entra. C'était l'agent Taylor qui s'était rendu compte que Tony lui avait volé son badge.
l'agent Taylor pointa son arme sur Tony et lui demanda de remettre l'extraterrestre où il était. Tony refusa. Il était bouleversé. Et il rétorqua à l'agent Taylor que ce n'était pas la bonne façon de procéder pour comprendre une autre forme de vie qui existe au-delà de notre galaxie. Il le confronta à ce qui allait se passer, en lui montrant les instruments médicaux et des documents qui montraient clairement que ces êtres allaient être disséqués. Tony en était horrifié rien que d'y penser. L'agent Taylor hésita un moment, mais le discours de Tony lui fit prendre conscience de la gravité de ce qu'il se passait. Cela était mal, et il réalisa qu'il ne voulait pas non plus faire partie de ce crime. Il décida d'aider Tony, et il lui expliqua la façon dont il allait procéder pour sauver ces créatures extraterrestres. Leur vaisseau était toujours derrière les Rocheuses, et sous bonne garde. Il allait placer les créatures dans des civières pour les transporter dans un véhicule et les emmener aussi vite que possible à leur soucoupe volante. Et là, il les laisserait repartir sur leur planète. Ils mirent chacun un extraterrestre sur un brancard qu'ils recouvrirent d'un drap. Tony et l'agent Taylor mirent un masque chirurgical et une blouse blanche. Puis, ils se dirigèrent vers un couloir privé qui donne sur l'extérieur. Ils arrivèrent à la zone où se trouvaient les véhicules. Ils chargèrent les êtres dans le même fourgon qui les avait amenés ici, et ils partirent aussitôt. Mais ils n'étaient pas au bout de leur peine, car il y avait un sas de sécurité. Chaque véhicule entrant ou sortant devait avoir une autorisation et était systématiquement fouillé. L'agent Taylor conduisait, et il fonça sur la grille sans ménagement. Il se dirigea aussi vite que possible vers les Rocheuses, qui étaient à quelques mètres, et il se gara un peu avant l'accès au vaisseau spatial. Il demanda aux extraterrestres et à Tony de se cacher et de ne pas sortir avant son signal. Les deux petits êtres avaient l'air d'aller beaucoup mieux. Ils pouvaient même marcher. L'agent Taylor alla en pointant son badge au visage des deux militaires qui gardaient le vaisseau. Il leur dit qu'il prenait la relève pour le tour de garde et qu'il devait retourner de toute urgence à la base. Au début, sur la réserve, car ils n'avaient reçu aucune information en ce sens, les deux hommes essayèrent de contacter la base par radio. Pris au piège, l'agent Taylor n'eut d'autre choix que d'assommer l'un d'entre eux, et malheureusement, l'autre prit la fuite pour aller chercher de l'aide. L'agent Taylor siffla et Tony arriva avec les extraterrestres. L'un d'eux leva la main et par ce simple geste, le vaisseau s'activa et il s'illumina en décollant légèrement du sol et en faisant des mouvements circulaires. Alors que les extraterrestres étaient en train de remercier ces deux hommes et qu'ils s'apprêtaient à monter dans leur vaisseau, on voyait des lumières de phare au loin, indiquant que des véhicules étaient en approche. Et juste après cela, on entendit des coups de feu en direction du vaisseau. Taylor se mit immédiatement à couvert et répliqua en tirant lui aussi sur les véhicules. Tony reçut une balle à la jambe et s'était effondré tout près du vaisseau, qui commençait déjà à décoller. Tony vit ensuite une lumière très brillante sortir du vaisseau qui l'éblouit totalement, et il fut téléporté à l'intérieur de celui-ci. Le vaisseau spatial s'envola et disparut dans le ciel en une fraction de seconde. Distrait en voyant que les extraterrestres avaient emporté Tony avec eux, l'agent Taylor fut encerclé par des militaires qui pointaient tous leurs armes sur lui. Quant à Tony, il était dans le vaisseau à demi conscient. Sa jambe lui faisait atrocement mal. L'extraterrestre le téléporta jusqu'à le placer dans un caisson en verre, qui se referma sur lui. Cela ressemblait presque à un caisson à oxygène. Tony sentit une chaleur envahir tout son corps, et la douleur diminuait petit à petit jusqu'à disparaître totalement. Il sentit même la balle s'extirper toute seule de sa plaie. Après cela, le couvercle en verre s'ouvrit automatiquement. Tony n'en revenait pas en regardant sa jambe. Sa plaie ne saignait plus, et à travers le trou que la balle avait fait dans son pantalon, il remarqua que sa peau était parfaitement intacte, comme si rien ne s'était passé. Tony sortit hors du caisson de verre. Le vaisseau spatial était en mode stationnaire, hors de notre atmosphère. Il pouvait voir la planète Terre au loin.
l'un des extraterrestres lui demanda s'il souhaitait venir avec eux sur leur planète. Tony ne se voyait pas quitter la Terre définitivement, mais il rêvait secrètement de voir où ces êtres vivaient et les incroyables technologies avancées qu'ils avaient. Comme ce caisson qu'il avait guéri à une vitesse qui dépassait l'entendement. Il leur demanda s'il était possible de rester pendant un temps limité. Les deux êtres se regardèrent pour se concerter, car ils ne savaient pas si leur peuple accepterait qu'un être humain vienne voir leur planète et leur technologie et retourne ensuite sur la Terre en possession d'informations qui pourraient peut-être conduire à leur perte. Surtout en sachant que certains humains sont des êtres imprévisibles et parfois même violents, et qu'ils ne reculent devant rien pour parvenir à leur fin. Tony lui-même se demandait ce qui allait lui arriver après avoir libéré ces extraterrestres. Toute la base devait être à sa recherche à l'heure actuelle. Il n'était peut-être plus en sécurité sur Terre. Sur la terre ferme, l'agent Taylor fut arrêté. Il était accusé d'avoir participé à l'évasion des extraterrestres. Il fut déféré devant une cour martiale où il décida de se représenter lui-même et d'assurer sa propre défense. Il fit tout un plaidoyer sur les pratiques douteuses de l'état-major en charge de la base. Pour lui, ce n'était pas la bonne façon de procéder. Il donna son point de vue en toute honnêteté. Il fallait établir de bonnes relations avec ces êtres extraterrestres afin d'en faire des alliés et peut-être apprendre de certaines choses qui pourraient aider la Terre et ses habitants. Contre toute attente, l'agent Taylor fut gracié et on lui donna le commandement de la base. Toute l'ancienne équipe fut démantelée. L'agent Taylor ignorait si Tony avait quitté la Terre définitivement avec les extraterrestres. Avec sa nouvelle équipe, ils firent une priorité de le retrouver sur la Terre et au-delà, par tous les moyens dont ils disposaient. Évidemment, ils essayèrent en utilisant la fréquence du boîtier qui avait été dupliquée et envoyée depuis les ordinateurs du programme Starseeker. Mais après ce qui était arrivé, il était peu probable qu'il obtienne une réponse. Surtout si les extraterrestres croient que les anciens dirigeants du programme sont toujours aux commandes. Mais l'agent Taylor n'allait pas baisser les bras. Et d'une façon ou d'une autre, il allait retrouver Tony. Car pour lui, ce jeune homme qui avait fait preuve de tant de bravoure et d'abnégation devait absolument faire partie de son équipe et contribuer à créer une alliance pacifique avec ces êtres d'une autre planète. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.